Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce lundi, acquisition d'un nouvel avion pour le président de la République. Le prix de l'appareil avoisinerait les 100 milliards de francs CFA, selon Abdoul Mbaye. Pour le président de l'ACT, cet investissement ne s'explique pas vu la conjoncture. L'appareil a été acheté pour des raisons liées à la sécurité du chef de l'État, explique le gouvernement. Criminalisation de l'homosexualité, le Sénégal ne cédera à aucune pression selon le porte-parole du gouvernement. Omar Gueye martèle que jamais l'homosexualité ne sera légalisée au Sénégal. La question a été déjà tranchée par le chef de l'État. L'actualité, c'est aussi le coup de filet de la police nationale ce week-end. Plus de 300 personnes arrêtées dans le cadre d'une opération de sécurisation. L'occasion de s'intéresser aux différentes causes de la poussée de criminalité au Sénégal. À suivre notre large dossier sur la question. Et puis en ce lundi de Pentecôte à Popenguine, le petit commerce souffre de la non-tenue du pèlerinage marial 2 années durant. Vous le verrez, l'impact économique est considérable. À suivre le dernier épisode de notre série de reportages consacrés à l'annulation du pèlerinage marial de Popenguine. Et puis au Mali, situation confuse suite à la formation du nouveau gouvernement. Le président de la transition, Bandao, et son premier ministre ont été arrêtés par des militaires. Tous les deux sont conduits au camp de Kati. Nous ferons le point en début d'édition. Mais d'abord, cette nouvelle crise au Mali, le président Bandao et son premier ministre ont été arrêtés par des militaires suite à la formation du nouveau gouvernement. En ligne, nous avons Barkaba. Bonsoir Barka. Bonsoir Chérif. C'est une crise qui vient de naître dans la crise. Oui, une crise de plus, c'est ce qui s'apparente de plus en plus à une véritable tentative de coup d'État. On ne peut pas encore qualifier cela de putsch de manière formelle, mais l'information qui est vérifiée, c'est que le Premier ministre Mokhtar Ouane et le président de la transition Bandao ont été amenés de force par des militaires au camp Kati, qui se trouve à 15 km de Bamako, qui est une ville garnison d'où partent généralement la plupart des coups d'État de ces dernières années qui ont jalonné l'histoire qui devient turbulente du Mali. Expliquez-nous Barka, parce qu'il semblerait que des militaires contestent la nouvelle équipe gouvernementale qui a été annoncée. Oui, les bruits de bottes ont été entendus dans la ville juste après l'annonce de ce gouvernement. Et il faut dire que depuis quelques jours à Bamako, il y avait toutes sortes de rumeurs autour de la formation de ce nouvel gouvernement, avec des rumeurs très très insistantes de divergence entre certains membres de la junte et l'équipe civile conduite par le président Bandao et Mokhtar Ouane. Et même après le retour du président Bandao de la France, où il a rencontré le président Macron, il y avait déjà des rumeurs de divergence avec certains membres influents de la junte. Dans la publication de la liste, on a noté l'absence d'un des cerveaux du putsch qui avait conduit les militaires au pouvoir, le colonel Sadio Kamara, qui est l'ancien ministre des anciens combattants et de la défense, ainsi qu'un autre colonel qui s'appelle Modibo Keita et qui gérait la sécurité. Apparemment, l'éviction de ces deux officiers n'aurait pas plu à certaines franges de l'armée. Mais pour le moment, on ne sait pas exactement ce qui se passe. On ne peut pas parler réellement d'un coup d'État parce qu'il n'y a pas d'annonce officielle. On a noté dans la journée un communiqué signé par le chef d'état-major de l'armée malienne qui appelle les troupes à rester au calme. Il y a l'ambassade américaine qui a sorti un communiqué pour mettre en garde toute tentative de coup d'État.
C'est la situation que l'on vit ce soir à Bamako. Une crise de plus dans ce pays voisin du Sénégal. Exactement, une crise dans la crise. Merci beaucoup Barkaba en direct de Bamako. Je rappelle l'information, le président de la transition malienne Bandao et son premier ministre ont été arrêtés par des militaires suite à la formation du nouveau gouvernement et tous les deux sont donc conduits au camp militaire de Kati. Et par rapport au gouvernement malien qui vient d'être formé, deux hommes clés de la junte qui avaient pris le pouvoir en août dernier ne font pas partie de cette nouvelle équipe. Des militaires seraient donc mécontents de cette situation. Nous y reviendrons bien évidemment avec Barkaba présentement au Mali. L'autre grand titre de cette édition, un avion flambant neuf pour le président de la République du Sénégal. L'autre pays réceptionnera l'appareil le 16 juillet, un A320 Neo en remplacement de l'appareil Pointe-Sarène. Explication, Sornena Tambaye. Après 2 décennies d'opération, l'A319 est devenue vétuste. Ce sont en ces termes que le porte-parole du gouvernement justifie dans un communiqué l'achat d'un nouvel avion de commandement présidentiel. Un Airbus de type A320 Neo 9 sera donc réceptionné le 16 juillet prochain. Le contrat d'acquisition de l'avion a été signé en juin 2019 et le paiement a été effectué en échéance dont la dernière est prévue à la date de livraison. Cet appareil coûte à la base 110 600 000 $, soit près de 60 milliards de francs CFA. Il suffit de vérifier sur le site d'Airbus. Mais ce prix pourrait être largement dépassé en tenant compte de l'échelonnage des équipements de l'appareil, entre autres. Retenons que le gouvernement s'est bien gardé d'évoquer le prix dans son communiqué. Pour revenir au texte, le gouvernement estime qu'il est plus judicieux de mettre en vente l'ancien appareil, Pointe-Sarène, et d'acquérir un neuf. L'A319, fabriqué en 2001, acquis en 2010 et mis en service en 2011, nécessite fréquemment des visites techniques trop onéreuses et par conséquent de longues périodes d'immobilisation et des dépenses de location d'avions pour assurer les missions présidentielles, selon Oumar Gueye. Cet aéronef, acheté à la France, avait coûté à l'époque d'Abdoulaye Wade 21 milliards de francs CFA et il a fallu 18 milliards pour le réaménager. Quand la volonté d'acheter un nouvel avion a été agitée dernièrement, des Sénégalais comme l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye s'étaient interrogés sur l'opportunité d'une telle dépense. Mais voilà, le dernier vol officiel de la Pointe de Sarène date du 18 février 2020. Les autres qui ont suivi étaient des tests d'une trentaine de minutes et finalement pas concluant. Un peu avant son acquisition, en 2007, certains, à l'image d'Abdou Latif Coulibaly, journaliste à l'époque et actuel ministre secrétaire général du gouvernement, avaient parlé de 60 milliards, sans compter les autres frais d'équipement. Il reste aujourd'hui au gouvernement de dire aux Sénégalais si l'A319 a été vendu. Si oui, à quel prix? Un autre point qui mérite d'être clarifié, combien le nouvel avion de commandement présidentiel, l'A320 Neo, a coûté au total. Ouais, Nata, motus et bouche cousue sur le montant de la transaction. Le gouvernement refuse de donner le prix de l'avion. Selon le ministre Oumar Gueye, le nouvel appareil a été acheté pour des questions liées à la sécurité du chef de l'État. Le président de la République est une institution qui incarne l'État au plus haut niveau et qui, dans le cadre de ses fonctions, est appelé à se déplacer à l'étranger et le plus souvent c'est par voie aérienne. Sa sécurité incombe la nation sénégalaise. Il doit assurer à tout point de vue sa sécurité, que ce soit sur terre, sur mer et dans les airs. C'est fort de tous ces constants-là qu'il a été décidé donc d'acquérir un nouvel avion pour le président de la République du Sénégal. Ce n'est pas un avion pour une personne, c'est un avion pour le président de la République du Sénégal qui va être livré et réceptionné le 16 juillet 2021 et qui est un avion de nouvelle génération, un A320 Neo avec toutes les commodités. Et un avion qui sera très économe en termes de carburant, parce que vous savez, plus on avance, plus la technologie évolue, et qui aura donc toutes les sécurités nécessaires. On aura un avion très économe en matière de carburant et en termes de maintenance égale. Et selon Abdoul Mbaye, le prix de cet avion présidentiel avoisine les 100 milliards de francs CFA et vu la conjoncture, le moment est mal choisi pour le président du parti ACT. Reportage Chérif Dia, Amadouba, commenté par Ibou Diouf.
L'ancien Premier ministre y va de son analyse, c'est par rapport à l'acquisition d'un nouvel avion de commandement par l'État du Sénégal. On est à la fois choqué, déçu et on a honte. J'ai honte parce que la voix du Sénégal a été élevée au dernier sommet de Paris. La requête, c'était il faut annuler la dette. Et pendant ce temps, vous choisissez d'acheter un avion présidentiel avec toutes les dépenses que cela va impliquer. L'Airbus A330 Neo pourrait au moins coûter 100 milliards de francs CFA aux contribuables s'il est personnalisé, précise le président du parti ACT. Et ils vont vous cacher le prix de la mise à niveau Very VIP. Je suis convaincu, et j'attends qu'on me démente, que cet avion va finalement coûter entre 130 millions et 150 millions d'euros. Mais c'est excessif, déjà dans le principe, dans le 100 milliards de francs CFA à peu près, on sera très près de ce montant. L'opposant n'est pas convaincu par les arguments avancés par le porte-parole du gouvernement qui, pour taire le montant de l'appareil, invoque le secret défense. Quand vous achetez un avion commercial, vous n'êtes pas dans le domaine militaire. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que dans les pays de démocratie et de transparence, même quand il y a des budgets militaires consacrés à l'acquisition d'avions, donnant lieu à signature de marché, les montants sont connus et affichés. Donc c'est des prétextes, ce sont des prétextes fallacieux. Ça n'a aucun sens. Mais le coût de cet avion, il figure dans les catalogues. Le nouvel avion présidentiel sera réceptionné le 16 juillet prochain. D'ici là, l'ancien Premier ministre Abdoul Mbaye appelle à manifester pour pousser le chef de l'État à renoncer à l'achat de cet avion. Je considère que le chef... Merci Ibou, et voilà ce que nous pouvons dire sur cette actualité. L'actu, c'est aussi la question de la criminalisation des actes de contre-nature au Sénégal. Beaucoup d'associations en ont fait la demande ce week-end à travers des marches de protestation contre une supposée légalisation de l'homosexualité au Sénégal. Pour le porte-parole du gouvernement, la loi est claire sur cette question et le chef de l'État a déjà tranché cette question devant le président Barack Obama, mais aussi devant Justin Trudeau, le Premier ministre canadien. Cher Diop et Thierno Laurent Mendy. Une forte mobilisation hier, presque partout au Sénégal, pour dire non à l'homosexualité. Le porte-parole du gouvernement est clair dans ses propos. Tant que Macky Sall est à la tête de ce pays, pas question de légalisation. Rappelez-vous, lorsque le président Barack Obama était venu ici en visite officielle, je rappelle que les États-Unis, c'est la première puissance mondiale. La question a été évoquée. La réponse du président Macky Sall a été très claire. Ensuite, la visite officielle du Premier ministre canadien chez Trudeau. Eh bien, le président Macky Sall est revenu aussi, en disant très clairement ce qu'il a dit lors de la visite du président Obama. Donc, lorsque nous voyons des manifestations, bon, c'est comme quelqu'un qui enfonce une porte déjà ouverte. C'est-à-dire, au Sénégal, ce problème-là ne se pose pas. Mieux, dans la constitution sénégalaise, il n'est mentionné nulle part le terme homosexualité, ajoute Omar Gueye. Ce n'est pas une réalité du tout. Moi, j'ai la constitution ici. Vous pouvez regarder la constitution du début à la fin. Vous ne voyez pas ça. Vous ne le verrez pas. Donc, je dis aux uns et aux autres que la question, en tout cas, est réglée au niveau du gouvernement. La question du genre écrite sur les bulletins de naissance est aussi évoquée. Il précise: le mot masculin et féminin existe. Moi, je suis un homme, vous aussi. Vous avez une femme. Quand il y avait une femme, s'il y avait une femme ici, c'est une femme. Ça, c'est le bon Dieu qui décide du sexe des uns et des autres. Mais quand quelqu'un est né, bon, on le déclare, hein, il est du sexe masculin ou du sexe féminin. Les actes contre nature bannis au Sénégal et la population en majorité croyante exigent des mesures fortes contre ces valeurs négatives, notamment à la criminalisation de l'homosexualité.
Merci, cher. À la une également, le large coup de filet de la police nationale à Dakar. Près de 300 personnes ont été arrêtées ce week-end dans le cadre d'une opération de sécurisation, ce qui nous amène à poser les questions suivantes. Quelles sont les causes de la poussée de criminalité? Comment lutter contre la récidive? Et faut-il réformer le processus de la grâce présidentielle? L'auteur présumé de l'agression de la ressortissante congolaise Lotali Mollet aurait bénéficié récemment de cette grâce présidentielle et on connaît la suite. Dossier signé Asmali Diop, Habib Sek et Chérif Dia. La barbarie humaine s'est encore illustrée avec la mort de Lotali Mollet à Grand Yoff et Khady Badiane Diaga Louga. 2 cas de féminicide ayant choqué l'opinion, mais qui n'ont pas surpris ces criminologues. Ils accusent. Dès la première année, nous apprenons aux sociologues, aux apprentis sociologues, que le crime c'est un phénomène normal dans une société jusqu'à un certain seuil. Quand il y a un phénomène de ce genre, c'est parce que la société a failli à un moment donné. C'est un échec. La société qui, à un moment donné, n'a pas su préserver cette cohésion, n'a pas su renforcer ce lien social qui fait que les uns et les autres en arrivent, n'est-ce pas, à mettre fin à la vie des autres. La société a échoué d'après le président du laboratoire des déviances et de la criminalité. L'enseignant à l'université Hassan Sek de Ziguinchor énumère les causes. Il y a l'urbanisation qui crée de la promiscuité. Dakar qui concentre pratiquement un peu moins de la moitié de la population sénégalaise. Il y a également le phénomène de la drogue. Je travaille sur ces questions-là depuis quelques années ici en Casamance. La drogue qui peut aussi générer de la criminalité, soit parce qu'on est dans un état second. Du coup, tout ce qu'on fait semble normal, alors que non, on est hors du champ social. Sans oublier, bien sûr, les médias de façon générale, les films qui nous viennent d'ailleurs, l'influence des réseaux sociaux, etc. Ces criminels sont pour la plupart des récidivistes bénéficiaires de la grâce présidentielle. Aujourd'hui, des voix s'élèvent pour une réforme de ces grâces de masse. Mon intime conviction est que il va falloir que dans le processus de choix des personnes agraciées, qu'on intègre un tout petit peu la police et la gendarmerie. Parce que la police et la gendarmerie sont au début du processus. Leur mission consiste à traquer les malfaiteurs. Et lorsqu'on gracie quelqu'un qui récidive également, c'est également la police et la gendarmerie qui sont chargés de redescendre sur le terrain pour les traquer et pour les mettre hors d'état d'honneur. Proposition approuvée par le criminologue favorable à une solution inclusive. Personne n'a le monopole de la vérité en matière de criminalité et chaque fois qu'une décision doit être prise, elle doit l'être de façon mûrie, en associant tous les acteurs. Et c'est à ce niveau-là que je lance un appel à tous ces dirigeants, à toutes ces autorités d'associer les universitaires qui sont sur le terrain, qui rencontrent ces personnes-là. Dès la première année, imaginez, dès la première année, tous ces primo-arrivants, les nouveaux bacheliers, on les insère, on les envoie dans les quartiers pour étudier la criminalité. Essayer de prendre le pouls, quels sont les quartiers criminogènes à Ziguinchor, quel est le visage de la criminalité à Ziguinchor, vous voyez, et des articles qui sont produits à partir de ces matériaux-là. La police veut reprendre la situation en main à travers des opérations de sécurisation des zones rouges, même si les spécialistes des sciences sociales doutent de l'efficacité seulement de la répression face au mal. Merci, Chérif. Et puis en politique, Modou Diagne Fada remobilise ses troupes. Le leader de Yessal a tenu son assemblée générale à Darou Khoudoss. Le directeur général de la Sonacos l'affirme. Les événements du mois de mars n'auront aucun impact sur le triomphe de Benno Bokk Yakaar aux prochaines élections locales. Le voici avec notre équipe à Touba. Yessal reste la principale réalité politique de la commune de Darou Moussi. Et par conséquent, nous allons vers des élections locales. Le mot d'ordre que nous avons donné à tous les militants du Yessal sur l'ensemble du territoire national, c'est de se rapprocher des responsables de l'Alliance pour la République, qui est notre principal allié. De se rapprocher des responsables de la coalition Benno Bokk Yakaar dans toutes les communes et dans toutes les collectivités locales pour essayer ensemble de bâtir des listes consensuelles. Nous sommes pour l'unité de la coalition Benno Bokk Yakaar. Nous sommes pour l'unité de la coalition de la grande majorité présidentielle. Nous sommes pour qu'ensemble, nous mettons de côté nos intérêts particuliers pour pouvoir constituer des listes qui prennent en charge les préoccupations des différentes localités.
Parce que nous sommes là pour appuyer la politique du président Macky Sall. Nous sommes des alliés du président Macky Sall et nous voulons avec lui gagner toutes les élections qui se profilent à l'horizon pour les remobiliser. Et là aussi, c'est un appel que je voudrais lancer à l'ensemble des forces politiques composantes de Benno Bokk Yakaar. Chaque parti doit d'abord remobiliser ses troupes, remobiliser ses militants, montrer sa force. Et après, ensemble, nous allons nous mettre autour d'une table pour essayer de dresser des listes communes. C'est ma conviction. Parce que les leaders locaux, c'est à eux d'être proches des populations. C'est à eux de pouvoir défendre leur bilan. C'est à eux de pouvoir battre campagne pour se faire élire par les populations. Et puis venons-en à la fête de Pentecôte. Des messes ferventes ont été célébrées dans les églises, messes précédées du chapelet prémédité. Illustration à la paroisse Les Martyrs de l'Ouganda. Là-bas, les fidèles ont prié avec le maire musulman de Dieuppeul Derklé, venu assister à la cérémonie. La marche de Popenguine avait une importance capitale pour tous les fidèles du Sénégal. Parce que Popenguine, c'est aussi le lieu où beaucoup de familles, de personnes de tout horizon venaient aussi prier Dieu, se confier, mais aussi prier pour notre pays. Tout à l'heure, vous avez vu ça dans les intentions aussi, que nous avons prié pour nos dirigeants, pour les familles, pour les malades et tout cela. C'est tout ce bouquet de supplications que nous présentons aujourd'hui à Dieu à travers sa mère, la Vierge Marie. La prière, elle était magnifique. On a loué le Seigneur, on lui a rendu grâce pour toutes les grâces qu'il nous a comblées. L'Église aujourd'hui a arrosé, a illuminé des prières, mais aussi des messages très forts. Et ces messages prennent leur source dans le chapitre 7.7, Matthieu 7.7, quand on dit « Frappez, on vous ouvrira. Cherchez, vous trouverez. Demandez, on vous donnera. » Je crois fortement à ça. Et c'est ça qui fait la force de l'être humain. C'est ça qui fait la force du croyant. Que ces prières soient exaucées. Que la paix et la stabilité règnent dans le monde entier. Et à Saint-Louis, les fidèles de la paroisse Notre-Dame de Lourdes ont célébré la Vierge Marie. Des prières ont été formulées pour la restauration du lieu de culte. Habib Seck et Ousseynou Diop. De la Pentecôte est célébrée cette année dans les paroisses, contrairement aux années précédentes, où les fidèles se rendaient au sanctuaire marial de Popenguine. À la paroisse Notre-Dame de Lourdes, les fidèles ont organisé une procession du foyer Don Bosco à la paroisse à travers des chants. S'en est suivi une messe après un recueillement des fidèles au niveau de la grotte de la Vierge Marie. Le thème que nous célébrons rappelle vraiment la volonté de tout le peuple de travailler pour le développement, pour la paix, mais aussi pour que tous les citoyens du Sénégal puissent découvrir en Dieu, notre Père, la source du bonheur. Le thème choisi cette année est, avec Marie et Joseph, marchons sur le chemin de la sainteté et de la fraternité. Une manière d'appeler tous les peuples à l'unité pour une paix durable. Marcher sur le chemin de la sainteté, c'est être juste devant Dieu. C'est de vraiment choisir la justice et marcher sur le chemin de la fraternité, c'est manifester la réconciliation, ce qui nous permet de bâtir donc le développement de ce pays, de bâtir la nation dans l'unité. Voilà pourquoi aujourd'hui le thème que nous célébrons rappelle vraiment la volonté de tout le peuple de travailler pour le développement, pour la paix, mais aussi pour que tous les citoyens du Sénégal puissent découvrir en Dieu, notre Père, la source du bonheur. Des prières ont été formulées pour la fin définitive de la pandémie de la Covid-19 au Sénégal et dans le monde. Des fidèles qui espèrent célébrer Marie à Popenguine l'année prochaine. Merci Ousseynou. Et hormis l'aspect spirituel, à Popenguine, c'est le petit commerce qui souffre de la non-tenue du pèlerinage marial, car pour beaucoup de commerçants, le pèlerinage marial de Popenguine, c'était aussi la foire des bonnes affaires et ils s'en remémorent avec un peu d'amertume. Dernier épisode de notre série de reportages à Popenguine, Daniel Diouf, Younous Diatta. Sans pèlerinage marial, sans doute un manque à gagner énorme. Toutes les activités qui rythmaient la vie économique de Popenguine aux arrêts. L'événement date d'avant notre naissance. La Pentecôte regorge d'avantages économiques pour la localité et les villages environnants. C'est un grand manque à gagner pour nous. Ils sont bien nombreux ici à tirer profit de l'événement.
pour ñu satisfaire ci loolu. nit ñi daanañ profité vraiment ci Pentecôte bi. Un événement très favorable à l'activité commerciale. Tous les villages environnants en tirent profit. Tous les produits s'écoulent bien. Le poisson, les mangues entre autres. La non-célébration de la Pentecôte nous impacte véritablement. Le pèlerinage marial de Popenguine, la principale période de traite pour les populations d'ici et de bien d'autres localités environnantes. À cette période, les tables et autres commerces sont bien achalandés de produits et articles divers. Je tiens mon propre commerce. J'ai un restaurant. On ne peut pas habiter Popenguine et dire que l'annulation de l'événement n'est pas sans préjudice. 2 semaines avant la Pentecôte, les commandes étaient décuplées. Que ce soit les boutiquiers ou les transporteurs, tout le monde multipliait ses profits. Nous aurions bien souhaité que la Pentecôte soit célébrée ici. Je parvenais à écouler jusqu'à 10 bassines de mangue. Je faisais tellement de rentrées d'argent que je n'en revenais pas. Voyez-vous, tout est au ralenti aujourd'hui à cause de l'épidémie. Que Dieu nous débarrasse de cette maladie. Et puis le couvre-feu nous a beaucoup impactés. Il nous a privés de notre gagne-pain. Et là, Ismaël Lo a bien raison. La situation de ces dames et le partage d'autres acteurs de la vie économique de la localité, comme ce gérant d'un établissement d'hébergement. Vraiment, ça marche très bien. Depuis 2 ans, ce n'est pas organisé. Là, on a des problèmes. On est découragé presque. Mais c'est à cause de la pandémie, le corona et tout ça, il y a 2 ans. Donc ça nous a bien frappé. Mais vraiment, c'est normal. Avec le rassemblement et tout, on évite ça, quoi. Cette année, l'espoir était au rendez-vous. D'aucuns croyaient encore à l'organisation du pèlerinage. Seulement, le mutisme des autorités ecclésiastiques, finalement sanctionné par un communiqué d'annulation de l'événement, a faussé les espoirs. Merci Daniel. Et puis concernant le pèlerinage à la Mecque 2021, les autorités saoudiennes auraient autorisé 60 000 pèlerins seulement en raison du contexte sanitaire. Quel quota pour le Sénégal? Les voyagistes privés se disent très inquiets. C'est un sujet réalisé par Alassane Ba et Amadou Ba. Ce genre d'appel, elle reçoit tout le temps des gens désorientés qui voudraient des renseignements sur le pèlerinage édition 2021. Les gens nous interpellent. Ils sont désorientés par rapport à l'âge. Ils ne savent pas si le plafond va être de 60 ans. Ils sont désorientés par rapport au quota. Ils ne savent pas si toutes les personnes qui sont inscrites vont pouvoir partir. Ils sont désorientés par rapport au prix. Ils ne savent pas s'ils auront la capacité financière de pouvoir payer ce voyage. Donc tout cela fait que cette pression-là est assez sensible par rapport à ce que nous vivons. En tant que voyagiste privé, elle ne peut donner aucune information officielle à ces personnes. Elle attend la décision des autorités étatiques, comme c'est le cas pour ses camarades. Cela également est un peu inquiétant, surtout que tous les jours, des centaines de Sénégalais nous interpellent. Les Sénégalais nous interrogent au quotidien, appellent dans toutes les agences pour se renseigner. Il nous faut la version officielle. Et cette version officielle, l'État... c'est à l'État de nous la donner et l'État ne peut pas nous la donner si l'Arabie Saoudite ne lui donne pas la décision finale officielle. Ourecham et compagnie souhaitent disposer de tout le quota qui sera attribué à l'État du Sénégal. On espère que le Sénégal puisse retrouver son quota ou au moins la moitié de son quota. Ça, c'est notre vœu le plus cher en tant que privé. Et nous espérons que nous avons la capacité de pouvoir organiser avec au minimum la moitié du quota du Sénégal. Et que, également, nous espérons que ce quota-là sera alloué au secteur privé parce que tout simplement, depuis 2 ans, ces hommes et femmes n'ont pas travaillé. À travers une note, le ministère saoudien de la Santé propose 60 000 oudjadj pour 2021, 45 000 pour les pays étrangers. 45 000, c'est un chiffre qu'on n'ose même pas imaginer pour le monde entier, pour toute la Oumma islamique. Donc nous espérons que ce nombre-là sera revu à la hausse parce que nous sommes confiants, parce que tout simplement l'Arabie Saoudite a eu à organiser la Oumra. D'ici 3 à 4 jours, l'autorité saoudienne va livrer normalement l'information officielle.
Merci Alassane. Et puis dans l'actualité internationale, le blocage de l'autoroute qui mène le nord du Nigeria ce lundi par des groupes de jeunes qui protestaient contre la récurrence des kidnappings. Et puis le président français Emmanuel Macron qui a annoncé ce lundi l'ouverture prochaine d'une Académie mondiale de la santé en 2023 à Lyon. Daniel Diouf. Annoncé ce lundi dans un communiqué lu à la radio-télévision vers le nord du pays, bloqué durant de longues heures ce lundi par des groupes de jeunes qui ont dressé des barricades de pneus en feu sur la route entre Abuja et Kaduna. Ils protestaient contre la récurrence des kidnappings dans la périphérie de la capitale fédérale du Nigeria, où la police a encore confirmé l'enlèvement de 6 personnes dans la nuit de dimanche à lundi. Mesdames et messieurs, Le président français Emmanuel Macron a annoncé ce lundi l'ouverture prochaine d'une Académie mondiale de la santé en 2023 à Lyon, en France. Annonce faite à l'occasion de la 74e Assemblée mondiale de la santé qui se tient à Genève, en Suisse, jusqu'au 1er juin prochain. L'Académie est destinée à devenir la structure de formation de référence en matière de santé publique, selon le président français, dans une allocution diffusée en ligne. La France s'est engagée à y investir plus de 120 millions d'euros, a-t-il précisé, soit 78 milliards 568 millions de francs CFA. Cette structure de l'OMS en partie est financée par les collectivités locales françaises. Lors de cette Assemblée mondiale, l'OMS a souligné qu'il manquera 18 millions d'agents de santé d'ici à 2030, notamment dans les pays les moins riches. Et puis à Minneapolis, aux États-Unis, près de 1500 personnes se sont réunies dans les rues hier, à la veille du premier anniversaire de la mort de George Floyd sous le genou d'un policier blanc. Les soutiens et proches du défunt ont défilé dans la ville. Le 25 mai 2020, pour rappel, George Floyd, 46 ans, a été tué lors d'un contrôle effectué par 4 policiers qui l'avaient soupçonné d'avoir écoulé un faux billet de $20. Le policier blanc, Derek Chauvin, qui s'était alors agenouillé sur son cou pendant 8 minutes et 46 secondes, reconnu coupable de meurtre le 20 avril par la justice américaine. Il est aujourd'hui incarcéré et sera fixé sur sa peine le 25 juin. Et puis Daniel, l'actualité internationale, l'actualité africaine, dominée une fois de plus par la situation confuse au Mali suite à la formation du nouveau gouvernement. Le président de transition Bandao et son premier ministre ont été arrêtés par des militaires. Tous les deux sont conduits au camp militaire de Kati. Dans l'actualité sportive, de la déception et beaucoup de regrets pour l'ASC Jaraaf qui s'arrête aux portes des demi-finales de la Coupe de la Confédération africaine de football. Alors qu'il y avait quand même de la place, les verts et blancs sont encore amers. Cher Sadibou Diarra. C'est un goût d'inachevé. L'ASC Jaraaf s'arrête au quart de finale de la Coupe CAF. Une élimination devant le Cotosport de Garoua qui résulte du manque d'efficacité des... Je viens à l'entraîneur qui doit travailler davantage pour que son équipe puisse avoir des buts. Pour vous dire que moi, je dis chapeau encore aux gosses et je sais que la tâche est difficile. Je vais continuer à travailler pour que mon équipe puisse marquer des buts. Le parcours est satisfaisant dans la mesure où le premier défi du Jaraaf dans cette Coupe de la CAF était d'intégrer la phase de poule. Ce qu'il a réussi avec brio en éliminant tour à tour Kano Pillars du Nigeria, San Pedro de Côte d'Ivoire et Platinum du Zimbabwe. Le deuxième objectif pour le Jaraaf était de sortir d'une poule qui était a priori difficile avec 2 équipes tunisiennes. Avec l'agression du trio arbitral malien par les supporters de l'équipe médinoise, une attitude condamnée par le responsable de l'arbitrage dans la zone Ouest A de la CAF, Malan Diédhiou. Il réclame des mesures disciplinaires déjà au niveau national avant celle confédérale. On a vu qu'après, le Jaraaf a tenu le match. Merci, cher. Et puis, les résultats de la deuxième journée de la CAN 2021 de beach soccer. Dans le groupe A, celui donc du Sénégal, l'Ouganda se reprend en battant la Tanzanie sur le score de 4-3. Dans le groupe B, le Mozambique a surclassé les Seychelles 7-3. La compétition se poursuit ce mardi au programme Seychelles-Égypte à 16h15 et Mozambique-Maroc à 17h30.
Et puis en lutte, l'événement la nuit dernière, le premier face-à-face entre Gouye Gui et Reug Reug avant le combat à l'arène. Les deux lutteurs se sont échangés des propos aigre-doux sur le plateau de TFM. Pape Faranik. Sifflé, boîte bi sifflé, Kamin Faye mooy ñëw yow nga duma tàkk jëm sa kaw foo ko teg. kay fu wér laa ko teg. nga nag ma xam noo ma xamee. fu wér laa ko teg fan nga ko teg noo ko noo ma xamee. Un face-to-face explosif entre Gouye Gui et Reug Reug avec une bataille mystique et psychologique. Les deux protagonistes promettent un combat sans merci. ku xam Reug Reug moom Reug Reug du caaxaane làmb. C'est un combat que j'ai pris avec beaucoup de sérieux. Je vais rien négliger sur tous les plans, mystique, même finance. wàllu lépp lu mu laaj dama koy def. avant plateau man li may jàng xeex rek lay jàng. J'avais dit ça avant plateau. Tout le monde sait que je suis un bon lutteur actuellement. Je m'entraîne qu'à la boxe. Et dès le début donc de ce combat, je vais l'attaquer car j'ai battu le meilleur lutteur de l'arène. Le chef de file de l'écurie Mor Fadam déplore le manque de considération de son adversaire envers lui. Vous savez pourquoi j'ai accepté ce combat? Parce que Reug Reug n'a aucune considération envers moi et il parle trop. Même si le pensionnaire de l'écurie Thiaroye est convaincu de faire mordre la poussière à Gouye Gui, ce dernier met en garde son adversaire. Moi, j'accepte qu'il peut me terrasser, mais lui n'accepte pas que je peux le terrasser. Moi, je sais qu'il ne peut pas me faire mordre la poussière. C'est ma conviction. Un véritable show-to-show entre les deux lutteurs dans les locaux de la TFM. Un combat de Sénégal Entertainment qui promet une chaude après-midi le 29 août 2021. sa moromu rakk ngay waxal da ngay téye ñu waxtaan. mais xool kii moom laay xool. xaw ma droit si yow. kii nga signal. yaa may dégg. dama ne la. kuy gi nii. waaw donc xoolal guy waaw léegi bu ko xool xoolal guy gi yow. mais xool ko. nga xool wala boog. Pardon, face à face qui a rendu hilar Malal Junior Diagne qui a co-animé l'émission avec Lamine Samba et Malik Thiandoum à qui nous souhaitons le bienvenu. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci infiniment de l'avoir suivi. L'info continue dans Soir d'info avec vous, Binta Diallo. Vous recevez ce soir Monsieur Abdoulaye Ouandiaga. C'est à vous.